Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Mary, Gifted en version originale. Je vais vous demander de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux et de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur du film, mesdames et messieurs, monsieur Mark Webb. Allô? Y a-t-il une première question dans la salle? Auquel cas, il faudra lever la main là-bas, madame. Congratulations! I loved your first film. I have not seen your film just now. Can you speak about your influences, some of the directors, and also some of the European directors that you admire? Well, we're in Deauville. I was just talking about this earlier. Lelouch, I think, was fantastic. You had a man and a woman. They were shot right outside here. I think that was something that I think even on 500 Days of Summer that we looked at and appreciated and loved. I mean, I think Anouk Aimée is just dazzling. Eric Romer, I mean, Krzysztof Kieslowski. These are people that had a huge impact growing up sometimes they have an impact in a way that you just don't. It's not conscious. It just seeps into the subject matter that you're interested in, and I think those things are always fascinating to me. I think. I liked also Peter Weir. I thought is a kind of underrated, wonderful director. He's Australian, but that's somebody else. I mean, there's so many. Almodovar. I just love watching his movies. I spent a lot of my 20s watching those. I've spent so much of my career. I used to do music videos, but now I've kind of made I think more mainstream cinema, which has been really fun. But I've always sort of looked on that stuff with the deep, sort of the more independent or European cinema with a deep admiration and totally intimidated by it. La question portait sur les influences cinématographiques. Donc, quels sont les films qui ont pu influencer Mark Webb en tant que réalisateur. Il nous dit que, alors bien sûr, le simple fait que nous soyons aujourd'hui réunis à Deauville, ça lui donne envie de parler évidemment du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, de la carrière de Claude Lelouch, mais de ce film-là en particulier qui l'a marqué, ce film-là, et puis bien sûr Anouk Aimée, beaucoup de souvenirs pour lui dans sa construction en tant que réalisateur, mais d'autres réalisateurs français également, comme des gens comme Jean-Claude Romer ou comme Krzysztof Kieslowski, des réalisateurs qui ont eu un véritable impact sur lui, pas forcément de manière consciente d'ailleurs, parce que parfois c'est tout simplement les thèmes qui étaient abordés, la manière dont ils étaient abordés, qui ont eu une influence sous-jacente, assez importante, même si, encore une fois, il s'en est pas forcément rendu compte au moment où ça s'est passé. Mais ça a toujours été quelque chose d'assez fascinant pour lui. Lorsqu'il y réfléchit, il pense à d'autres réalisateurs qui l'ont influencé, sans doute des gens comme, par exemple, l'Australien Peter Weir. Peter Weir, que vous connaissez forcément, qui est un réalisateur, à son sens, largement sous-estimé, merci, j'ai tendance à oublier mes mots en français, ou encore Pedro Almodóvar, autant de réalisateurs qui l'ont influencé. Il a regardé beaucoup de films de ce genre de réalisateurs, beaucoup de ce genre de cinéma lorsqu'il avait la vingtaine, un peu avant la trentaine. Et faut savoir qu'avant d'être réalisateur, Marc était en fait réalisateur de cinéma. Marc était réalisateur de vidéoclips. Il a fait beaucoup de vidéoclips pour la musique. Il a d'ailleurs reçu un prix pour un vidéoclip pour Green Day. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à le connaître surtout en tant que réalisateur de films grand public comme la série des Spider-Man ou d'autres films. Mais c'est vrai qu'il a toujours un œil, il a toujours un intérêt dans un coin de sa tête, toujours cet intérêt particulier pour les films indépendants, les films européens, tous ces films qui l'ont nourri et qui donc forcément sont des influences que l'on retrouve dans ces films aujourd'hui. Monsieur ici.
Est-ce que le casting pour avoir choisi la jeune actrice a été compliqué et comment il l'a entraînée? Est-ce qu'il lui a fait rencontrer d'autres enfants précoces ou peut-être qu'elle-même était une enfant précoce? How was the casting process for the young actress who plays Mary McKenna Grace? How was it? How did it work? And also, how did you prepare her for this role? Did you actually make her meet with other, gifted children or so? The casting process was tedious, intimidating, because in a movie like this, which is so simple, it relied almost entirely on the authenticity of that performance, and finding any actor that is capable of the sort of emotional depth, but also the humor, the sarcasm, and that's sophisticated. It's just hard to find. And when you're asking that of an 8-year-old, it's, I mean, there are points where I didn't think we would find her, and we wouldn't have been able to make the movie. But I think we saw, hundreds and hundreds of young actors, and she came in actually fairly early on, and then she kept on coming up, and it was just. Finally, we did one test with her, with Chris, where she had to do some more of the more emotional scenes, and she excused herself from the casting room and went off and took a couple minutes and came back and tore the room apart. She was amazing. And I remember Chris and I, Chris got choked up. It was this scene where she's leaving Chris. And she then, bounced out of the room, and I remember Chris we looked at each other afterwards, and it was this is, how could you, it's undeniable. She could also improvise, and I think in an effort to create a more grounded version of the movie, I wanted the performance to be as naturalistic as possible, and she totally embraced improvisation. She understood the concept, and that was incredibly valuable, I think, in creating a tone for the film. In terms of we didn't introduce her to other gifted kids. It was, I think of it like so much of McKenna is in that character. I couldn't find a good prototype for her. I don't think that would have been necessarily useful to her. I met with a lot of gifted kids and their parents, who are sort of very careful observers of that phenomenon, and that was a pretty interesting situation. But I think one of the most useful things for McKenna, the first week of shooting, was a lot of the classroom stuff. So Jenny Slate, who plays Bonnie the teacher, came in and she prepared a lesson plan, and we brought in 25, 30 kids who are 6 and 7 years old, who were not actors, obviously, and we put McKenna in that, obviously in her costume, and we put the cameras in the back of the room and put long lenses on, and so the kids very quickly become unaware of the cameras, and we just had Bonnie teach the class. And the kids disappeared into it. They forgot they were in a movie. And they were just answering questions, and it was all improvisation, and it was very naturalistic, and it was the most ordinary day for them. It was a Saturday, and they were in school, but other than that, they ceased to act. And it was totally real, and we sort of started shooting a documentary. And then Jenny would start the scene, and McKenna would pick up on it, and they would have their scene, and all the kids were reacting for real. And because we had these long lenses, we could go and pick off the coverage in a way that felt really naturalistic. I think that context gave not only the camera crew and Jenny helped communicate the tone of the scene, the tone of the movie to them. It helped McKenna understand that this was not about performing lines. It was about feelings and being in a natural space, and I think that was a good foundation that was, I think, ultimately helpful for her. And she's just a brilliant kid. She's a really brilliant actor. En fait, le processus. Sorry.
I'll try at least. So, oui, pardon. Le processus donc du casting a été quelque chose d'assez assez complexe, assez long, et Mark nous dit qu'il a été assez intimidé par tous ces enfants qu'il a vus les uns après les autres. Ce qui s'est passé, c'est que le film, en fait, c'est un film qui est, nous dit-il, le film est très simple finalement. C'est un film très simple. Il n'y a pas de grand plot, de rebondissement. C'est un film assez simple. Et ce genre de film repose presque intégralement sur l'authenticité, sur la véracité des sentiments et des choses que les acteurs vont réussir à faire passer. Et ça, évidemment, quand on demande ça à un comédien, un acteur qui a déjà fait beaucoup de films, qui connaît son boulot, etc., etc., bon, a priori, on n'aura pas de souci, mais en l'occurrence, sur ce film-là, il a vraiment cherché à retrouver une profondeur, et puis à retrouver du sarcasme, à retrouver également de l'humour, pas mal de choses qui sont finalement assez difficiles à exprimer, et tout ça, il l'a cherché dans une enfant de 8 ans. Et c'était quelque chose de très très compliqué. D'ailleurs, il nous dit qu'à un moment donné du processus de casting, il a même commencé à se dire qu'en fait, il n'arrivera jamais à trouver une enfant qui puisse faire passer autant de choses différentes dans son jeu. Et alors évidemment, il a vu des centaines et des centaines de cassettes d'enregistrements d'enfants. Il les a vus, il a écouté, il a regardé ses enfants, et ça a été un peu compliqué. Mais finalement, assez tôt dans le processus du casting, eh bien, il est tombé sur une cassette de cet enfant McKenna Grace, qui donc joue Marie dans le film. Et au départ, il s'est dit « Ah oui, bon, c'est pas mal ». Et puis après, il en a vu d'autres. Et puis après, il a revu la cassette. Il y a vraiment un truc qui se passe avec elle. Il a vu d'autres cassettes. Et puis, il a vu cet enfant, il a revu. Et à un moment donné, toujours dans le processus du casting, eh bien, il y a eu donc une rencontre entre McKenna Grace, donc la jeune comédienne, et Chris Evans. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont demandé de jouer une scène très émotionnelle, une scène très, très, très intense en termes d'émotion. Elle devait vraiment s'énerver, tout foutre en l'air, etc. Et là, en fait, la petite fille, en fait, leur a dit « Bon, alors, excusez-moi 2 secondes », elle a quitté la pièce, elle s'est isolée, quelques instants, elle est revenue, et quand elle est revenue, elle a cassé la baraque, entre guillemets, elle a vraiment été incroyable, très très intense, et ils en sont parvenus, et quand ils lui ont dit « Bon, ok, c'est bon, on arrête la scène », elle a quitté la scène comme ça en gambadant, et c'était incroyable. Elle avait un naturel incroyable, et Mark et Chris étaient vraiment bluffés, c'est le mot, par McKenna Grace. Et quelque part, ça c'est donc forcément, quand on se rend compte qu'une enfant de 7-8 ans est capable de jouer comme ça, c'est déjà incroyable. Mais en plus de ça, elle était capable d'improviser. Et justement, lui, ce qu'il voulait en tant que réalisateur, c'était réussir à avoir un film le plus naturel, le plus authentique possible. Et finalement, la meilleure manière d'approcher le naturel pour un comédien, c'est de réussir à improviser. Mais chez un enfant, c'est pas forcément facile, mais elle a vraiment réussi à s'approprier ce jeu d'improvisation qui était vraiment, vraiment intéressant. Et il nous dit, alors, par rapport à la suite de la question, est-ce qu'il lui a fait rencontrer des enfants ou des parents d'enfants doués, déjà surdoués, etc. Non, pas forcément, parce que c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait pas qu'elle essaye d'imiter quelqu'un. Par contre, lui a rencontré, évidemment, des enfants surdoués, etc. Il a bien vu comment était la problématique autour de ce genre d'enfants et de ce qu'ils vivent. C'était très intéressant pour lui. Mais il nous raconte une anecdote. Il nous dit que la première semaine de tournage, ils ont tourné toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de la classe, à l'intérieur de l'école. Et en fait, il y avait la comédienne, donc Jenny, right? The comedian, yeah. Jenny, qui est donc la comédienne qui devait jouer l'enseignante. Donc ils ont pris une classe, ils ont mis Jenny, ils ont mis 25-30 enfants, dont évidemment McKenna Grace, dans la salle de classe. Mais les enfants, alors oui, il y avait des caméras, et les caméras avaient de longues focales. C'était des caméras qui étaient faites pour filmer de loin, d'accord ? Et donc les caméras étaient à l'arrière de la classe, pas du tout dans le champ de vision des enfants, ce qui fait qu'à un moment donné, et la comédienne, donc Jenny, jouait vraiment son rôle, enfin, elle jouait même pas un rôle en fait, elle donnait un cours. Et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'au bout de quelques minutes, les gosses ont complètement oublié que c'était un film, ils ont oublié les caméras, ils ont oublié tout ça, donc là forcément le naturel, il était là. Et ce qui fait que du coup, il y avait simplement 2-3 phrases écrites entre l'enseignante et entre McKenna Grace, mais très très vite en fait c'est devenu très naturel, et tous les enfants tout autour se sont mis à interagir avec ce qui se passait autour d'eux
complètement naturellement. C'était vraiment de l'improvisation au sens vraiment le premier du terme. Et évidemment, les caméras étaient à l'arrière et ont pris tout ça, et c'est notamment ce qu'on voit dans le film qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est vraiment le naturel. Il nous dit en fait qu'il avait quasiment l'impression à ce moment-là de filmer un documentaire. Et c'était précisément ce qui l'intéressait. Parce que voilà, c'est ça qu'il voulait prendre, c'est ce côté naturel des enfants qui ne jouent pas. Ils sont ce qu'ils sont, tout simplement. Et c'était vraiment intéressant. Et puis, au final, il nous dit, pour terminer, que de toute façon, pour résumer tout ça, il avait tout simplement la chance d'avoir donc cette comédienne McKenna Grace, qui est une jeune fille, une jeune comédienne brillante. Et quand on a un jeune comédien brillant, il suffit de le laisser faire et de laisser tourner la caméra et tout se passera bien. I'll try to answer shorter next time. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, ça va être un des deux. Hein. D'abord, monsieur avec des lunettes. Oui, ils ont tous les deux des lunettes. Monsieur avec de la barbe, voilà. Je vais tâcher de faire vite aussi. Donc avec ce film, Marc Webb, il arrive à montrer qu'il a vraiment un grand talent pour raconter des histoires intimistes. J'ai une seule question, une remarque. La question, c'est est-ce qu'il serait intéressé d'aller s'attaquer à des histoires plus grandes, à la grande histoire, s'il y a des choses qui l'intéressent là-dedans, et en particulier, est-ce qu'il voit une différence dans sa mise en scène entre raconter quelque chose d'intimiste et quelque chose de plus grand? Ma deuxième remarque, elle ne concerne pas le film, mais vu que Marc Webb est là, j'en profite. Je voulais absolument le remercier pour sa scène du clocher de The Amazing Spider-Man 2. Pour quelqu'un qui écrit aussi des histoires à propos du personnage, c'est un challenge de vie d'atteindre ce niveau de justesse. Voilà. All right. So I will actually start with the second part of the question, which is not a question. This gentleman says that it is not linked with the movie that we have been seeing today, but the fact is you are here and he's here, so he's going to tell you that he just wanted to thank you for one specific scene of The Amazing Spider-Man Part 2, the scene in the church. He says, you know, when you reach that level of, to the point and sharpness in directing a movie, that's brilliant. And he just wanted to, congratulate and thank you for that. So that was the second part. Thank you. Yeah. That's it. And the question is about actually, you obviously have a great talent. You showed it today for shooting intimate stories. And now that we know that, what is your point of view about, big stories, big things, big stuff? And do you as a director feel a difference between telling something like huge stuff and intimate stories, intimate settings? Well, I think even on movies with that have a large spectacle, it requires an emotional investment based on intimacy with the characters. You have to know them, feel them in a way. And I think, listen, Spielberg was the best at this. You talk like Close Encounters, which they're just re-releasing in America right now, And there's such scope and scale, but the humans are so perfect and so small and so human. And you can see what he got from Truffaut, And that intimacy is really deeply required, I think, to have any meaningful emotional connection with bigger stories. Not bigger stories, but bigger spectacle. It's always attractive to me. I think going forward, I think less about a big movie or small movie. It's just like what's interesting, like and the scale of it. I think going forward is a little more arbitrary. This, like with Gifted, I did want to do something small, and I wanted to do something very simple, and I think Gifted is an exercise in simplicity and minimalism in a lot of ways. But I am always attracted to smaller moments and the micro details, the nonverbal communication that happens in a scene, and the little ticks and moves. I used to be an editor, and I always spent so much time thinking about the small differences between takes and the little ways we communicate to each other.
and like how you're rubbing your beard right now, and then you smile, and then when you open up, when you get small, and like these things in the aggregate have an enormous impact on how people interact with the characters on the screen, and I love that. It's fascinating for me to watch people, and having edited so many movies now and been in that process, it's something that like I do kind of in my own life, is sort of study people, and I don't know which came first, whether I always used to do that and then filmmaking became a natural extension of that, or if it happened because I just spent so much time looking at the difference between Andrew Garfield, tilting his head to the left or tilting his head to the, you know what I mean? Who knows? But I think that intimacy is crucial for me personally, in any film that I've engaged in. Pour moi, nous dit-il, finalement, quelque part, lorsqu'on pense à un film plus important, the big picture, un film à grand spectacle, etc., comme on peut en imaginer, ce genre de film a aussi un rapport intime entre ces personnages, a aussi beaucoup d'intimité pour pouvoir comprendre et aller finalement au maximum, dans le cadre de ce genre de film, aller à l'intérieur de la psychologie des personnages. C'est aussi important d'avoir des rapports intimes, des rapports humains intimes. Et celui qui, à mon sens, nous dit-il, représente le mieux cette tendance, c'est un réalisateur comme Steven Spielberg, qui lui aussi fait des films à grand spectacle, où il se passe beaucoup de choses, des explosions, etc., comme on peut en voir, en imaginer, comme on en a vu. Mais en même temps, il y a toujours un rapport à l'humain qui est très important dans ces films. Il est quelque part, nous dit-il, peut-être le meilleur pour ça. Il pense notamment au film Rencontre du troisième type, qui est un film dans lequel il se passe de grandes choses, avec plein de lumière dans le ciel et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, ce qu'il a réussi à obtenir de la part de ces comédiens, Dreyfus, etc., mais notamment François Truffaut, qui n'était pas forcément le plus expressif de tous les comédiens sur Terre, ce qu'il a réussi à obtenir de François Truffaut dans ce film-là est quand même assez exceptionnel. Donc pour lui, c'est vrai qu'il ne réfléchit pas forcément en termes de grands spectacles, petits films. Ce n'est pas forcément ça qui l'intéresse surtout. Ce qui l'intéresse surtout, c'est est-ce que le film va être intéressant. Après qu'il y ait beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, etc., ça vient en second plan. C'est vraiment, il faut que l'intérêt soit là dès le départ. Le budget, c'est entre guillemets secondaire. Ce qu'il voulait en fait avec ce film-là, avec Marie, Gifted, c'était vraiment faire un petit film. C'était ce qu'il voulait faire depuis le départ, parce qu'il était intéressé par le minimalisme du sujet, de la mise en scène. C'était vraiment ce qui l'intéressait dans ce cas précis. Mais c'est vrai qu'il nous dit, lui, ce qui l'attire, ce sont les détails, les petits détails qu'on ne peut finalement choper, entre guillemets, que lorsqu'on fait une mise en scène intimiste. C'est-à-dire un petit détail, un tic physique, tout ce qui fait partie de la communication non verbale, les gestes, le corps, le rapport à l'espace et le rapport des corps entre eux. C'est aussi ce qui l'intéressait. Et d'ailleurs, ça remonte sans doute à son expérience parce qu'auparavant, il était monteur. Et il nous dit que lorsqu'on fait du montage, eh bien, on prête attention justement à un haussement d'épaule, à un mouvement de bras, etc. Ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qu'on ressent. Et c'est ça qui l'intéressait, des petites choses, des petits détails. Et c'est d'ailleurs lorsqu'il regarde un film, c'est ce genre de détails, ce genre de petites choses qui lui fait comprendre, qui lui fait en tout cas ressentir si une scène est véridique et authentique ou pas. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'il a fait beaucoup attention, par exemple, lorsqu'il faisait Spider-Man avec Andrew Garfield, il faisait attention à la manière dont Andrew Garfield tournait la tête, tournait le bras. C'était plein de petits détails que peut-être la majorité du public ne va pas forcément voir, mais pour lui c'était intéressant et même primordial, et réussir à faire transvaser, on va dire, son intérêt pour l'observation d'un corps et de tout ce qui se passe, et en faire un élément du spectacle que l'on voit dans le film, encore une fois, grand ou petit spectacle. Y a-t-il une autre question ? Ah oui, alors là, forcément, c'est bientôt fini, et il y a 15 000 questions. Alors, par là, monsieur ici. Voilà. Hi, I wanted to congratulate you on Gifted, which I really liked. I think it's one of the best movies of the year, and I hope it gets an award during the festival. And I also wanted to join the man behind me to congratulate you on the church scene, which is one of the best sequences I've seen in a superhero movie. It was astonishing in cinema.
You mean the clock tower thing? The clock oh, tower yeah, great. thing. Yeah, Yes. I love that scene. Yeah, people didn't always love the movie, but I love that scene. Thank you. Yeah, I love the movie. I've seen it multiple times. Actually, I wanted to ask you a question about 500 Days of Summer. About the ending, I hope I don't spoil to anyone the movie. I just wanted to know if some says it's a happy ending, but for me, it's more cynical than that. When he meets Autumn, and I just wanted to know if, when you direct the movie, if you wanted to add some little idea that maybe it's not the best woman for him at the end. That's summer or autumn? Autumn. Oh, no, I mean, I think, you know, if you dig into it, I wanted to feel like there was a possibility. That's it. That there was a possibility for something more. And like, I think if you dig into, like, you know, the title of the movie in France was 500 Days Together, ensemble. Is that, there we go. All right. So obviously in English, summer is a name, but it's also a season. And autumn is a name, but also a season. And I think if you dig into the meaning and get really pretentious, which is super fun, you know, that there's love can be a seasonal thing. But I just wanted to suggest that there was another possibility out there. And like he looks at the camera at the last moment, right? He breaks that fourth wall as if to say, here we go again. Like that it's never ending, this process, you know, and it evolves and changes, and who knows what's going to happen. You have to wait for the sequel. But I guarantee you there will be problems. Alors juste pour être sûr, en fait il n'y avait pas du tout de questions sur le film qu'on a vu aujourd'hui, on est d'accord? D'accord, très bien. D'accord. There was no question about today's movie. So, donc je vais la traduire très rapidement. La question portait sur le film. Comment ça s'appelle en français? 500 jours ensemble, merci. 500 Days of Summer. Et sur la fin qui, donc, d'après monsieur, est une fin heureuse, mais peut-être pas tant que ça. On ne sait pas bien ce qui se passe. Quel était son point de vue par rapport au final du film 500 jours ensemble. Et il nous dit, Marc nous dit que, vous savez, les prénoms qui sont utilisés dans le film, donc Summer et Autumn, ce sont des noms, donc ça veut dire été et automne, ce sont des noms qui sont effectivement des prénoms aux États-Unis, mais qui sont également des noms de saison. Et donc quelque part, il voulait simplement suggérer le fait que l'amour, en fait, c'est quelque chose de saisonnier, c'est-à-dire que ça s'arrête et puis ça revient, etc. Mais il voulait juste le suggérer, il n'avait pas forcément d'idées préconçues par rapport à la fin, ou en tout cas pas de fin fermée, c'était plutôt ouvert. Et c'est aussi la raison pour laquelle à la fin, le personnage principal regarde la caméra et donc ce qu'on appelle casse le quatrième mur, c'est-à-dire tout à coup brise cette espèce de barrière invisible qui sépare les personnages d'un film des vrais spectateurs qui le regardent. Et il réagit un peu comme s'il était en train de dire ah ben voilà, ça y est, ça recommence, etc. Mais voilà, c'est ce qu'il avait en tête. Et maintenant, s'il y a une dernière question sur le film qu'on a vu aujourd'hui. Monsieur, oui, c'est vrai que vous n'avez pas encore eu le micro à la caméra. C'est une question toute simple. Est-ce que pour lui, c'est d'abord un film sur l'enfance ou sur les surdoués? Et puis, deuxième petite chose, est-ce qu'il aimerait, comme Lelouch, puisqu'il parlait de Lelouch, c'est-à-dire qu'un jour, la caméra soit des lunettes et qu'on ne la voit plus du tout? OK. All right. I asked for a last question. I had it. So get ready and brace yourself. First question is about the movie. Would you consider actually this movie, Gifted, to be a movie actually about childhood, and maybe more specifically about gifted kids, or do you envision this movie as being about something more big, wider,
or anything? What is your point of view as a director on the movie? And second question is about, you talked about Claude Lelouch a little bit earlier, and the question is about Lelouch once said that one day he wished actually the camera to become like, hidden camera in glasses, and that we can shoot everything all the time. What is your point of view on that? Google Glass. His dream has come true. I think the movie is left less about meditation on gifted children and more about parenthood, and an embracing of and a celebration of non-traditional families. I think that's what sort of, when I really think about it in retrospect, it's I think, listen, it's a simple movie. It's an accessible movie, but I think what's important to reinforce is that sometimes our families that we're born into fail us. That's a very common problem. But with a little bit of luck and some effort, you can create your own. And I think that's what Frank was trying to do for Mary. And that, I think, is a good message to send out. That's kind of what I kept on thinking about when I was making the movie. It wasn't about mathematics. It wasn't about gifted children so much. I mean, that was a way to dramatize and sort of exaggerate a particular kind of conflict that you have with raising any kid. It's how best to raise them. But that sort of family situation. Lelouch. I think there has been a democratic push in cinema. Suddenly everybody can make movies. And that's kind of annoying, but it's also amazing at the same time. And I think it has informed as a new generation of filmmakers that have a totally new voice. And I think it's really incredibly exciting. And my nieces, who are, my niece who's 11 years old spends a lot of time on iMovie editing things together, and she thinks about things in a new way. And I find that fascinating. They're completely, the device is becoming a part of them, and that's dangerous. It's terrifying, but it's also really cool. Like everything, it's kind of a mixed bag. So I think he was onto something. I think it's not, that there is something about point of view that I think is really interesting that you're constantly trying to do as a filmmaker, which is to put the audience in somebody else's shoes. And I think that's what he was referring to, is to create a deep emotional attachment to that character. And if you can experience everything that person experiences, you've come to like the singularity. It's like this great moment. Will it ever actually happen? I don't know, because so much of life is terribly boring. So thank God for editing. But it's a pretty interesting moment. Finalement, le réalisateur, donc Marc, nous dit qu'il pense que son film est moins, on va dire, à propos des enfants surdoués, que c'est un film finalement à propos du fait d'être parent. Qu'est-ce que c'est qu'être parent et qu'est-ce qui se passe au niveau des relations entre les parents, au sens large du terme, un père, mère, oncle, tante, grand-père, et les enfants. Et c'est un film qui est simple, qu'il a voulu simple, un film qu'il a voulu accessible un film qui parle de ce thème, simplement être parent, et c'est ce que Franck essaye d'être d'ailleurs dans le film envers Marie. Et voilà, le fait qu'il y ait des enfants surdoués, bon, eh bien c'était tout simplement pour lui un moyen d'apporter de la dramatisation à l'histoire, mais ce n'est pas le sujet principal du film, clairement, hein, c'est pas du tout un film sur les surdoués, c'est un moyen scénaristique, dramatique qu'il a utilisé pour parvenir à parler du thème qui l'intéresse vraiment, qui est donc le fait d'être parent, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, etc. etc. Et puis, par rapport à la deuxième partie de la question, et c'est vrai qu'il l'a ressenti, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a eu vraiment une espèce de push forward, il y a une espèce de poussée démocratique qui s'est passée avec la démocratisation des moyens techniques, des moyens pour filmer, etc. Maintenant, tout le monde peut devenir réalisateur comme ça, avec le premier iPhone venu, et il nous dit que
bon, c'est très compliqué, c'est assez ambivalent parce que en même temps c'est franchement irritant, et puis juste à côté de ça, en même temps c'est aussi formidable. Ça dépend tout simplement de qui tient la caméra en question. Mais c'est vrai que cette avancée technologique, ce qui s'est passé, on va dire, sur les 15 dernières années, eh bien, ça a permis l'émergence de nouvelles voix, de nouveaux talents, et c'est quelque chose qui est formidable. Il nous parle notamment, par exemple, de ses propres nièces qui, maintenant, avec leur téléphone portable ou leur petite caméra, vont sur le logiciel iMovie et commencent à mettre des séquences qu'elles ont filmées, à les monter les unes à la suite des autres, et donc à comprendre le montage. Quelque part, ces moyens pour filmer, donc bien souvent les téléphones portables, deviennent carrément en fait une extension de leurs propres mains, de leurs propres bras, de leur propre corps. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est en même temps terrifiant, mais super cool, parce que voilà, ça peut vraiment donner naissance à des choses complètement nouvelles et complètement formidables. Et il pense que quelque part, ce que Lelouch disait lorsqu'il parlait des lunettes, bon, évidemment, si on s'arrête à l'exemple des Google Glass, c'est un exemple un peu raté, mais ce qu'il voulait vraiment dire, en tout cas c'est son avis sur la question, ce qu'il voulait vraiment dire à ce moment-là, c'est que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à trouver un moyen technique pour faire en sorte que le public se mette réellement, peut-être pas littéralement, mais presque, dans les chaussures du personnage dont on est en train de raconter l'histoire, qu'on vive vraiment le spectacle à 100%. Voilà, un spectacle total. Alors évidemment, il nous dit, il espère que ça ne va pas arriver trop vite, parce que dans la vraie vie, il y a quand même énormément de moments, de passages qui sont extrêmement ennuyeux. Et ça, pour ça, fort heureusement, nous avons le montage qui permet d'aller à l'essentiel. Et voilà, c'est son point de vue sur la question. Cette conférence de presse est terminée. This press conference is over. Mesdames et messieurs, Marc Webb. Merci, thank you.